do what she wanted to. Why can't this crazy love in my head? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Horror has a face. T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant? Putain de merde à la con, bordel. Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi. Dis-moi ce qui est marrant. You cocksucker, you fucking miserable fucking cocksucker. Et toi, on peut pas avoir de conversation. Voici Vincent Dupont. Il vient d'avoir 7 ans. Il est toujours poli, c'est un garçon charmant. Vincent est affectueux, d'une grande gentillesse. Mais il veut faire des films d'horreur comme Vincent Price. Sa sœur, son chien, son chat lui tiennent compagnie. Mais il serait bien mieux avec les chauves-souris. Là, il ferait marcher ses inventions terribles. Et promènerait seul son tourment indicible. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Contrevent, d'émission Cinéfoche, toujours réservée aux grands curieux du 7e art. Aujourd'hui, pour ce nouveau Torpor Project, je rappelle le concept d'un Torpor Project, on se regarde un petit film et on le commande par-dessus. Eh bien, nous allons plonger dans l'espace en compagnie d'extraterrestres et nous allons plonger aussi dans l'univers d'un cinéaste gothique autant décrié qu'adulé par une bonne partie de la cinéphilie. Je parle bien sûr de Tim Burton. Big, because you know how on TV you can film a regular sized man and he comes out looking this tall? Same basic principle. Told ya. That bar of chocolate is now rushing through the air above our heads in a million tiny little pieces. Come on over here. Come on, come on, come on. Et pour m'entourer dans cette émission spéciale Tim Burton, avant qu'on se mate Mars Attack, qui sera notre cible du jour, eh bien je vais présenter mon équipe. Il y a bien sûr à mes côtés Dorian. Bonjour Dorian. Salut à tous. Il y a également Kylian. Salut Kylian. Bonjour tout le monde. De retour pour ce torpeur, les deux frères, ça fait plaisir de vous voir autour de cette table. Ah mais vous êtes frères? Mais oui, on est frères. Oui, On se sent pas du tout. Je savais pas ça. Tu comprends mieux Migoche. Souvent. Et oui, vous avez pu entendre ce cher Migoche échapper de T'inquiète, le grand patron toulousain. Bonjour à C'est toi. là, ce Jara Rastafari sur vous tous. En tout cas, ça me fait super plaisir de faire ce torpeur avec vous. Et je propose qu'avant qu'on regarde ce film, on profite du petit temps que nous avons pour débattre bien autour de Tim Burton, parce que bon, si vous êtes autour de cette table, c'est avant tout parce que vous aimez également Tim Burton. Et bien écoutez, qui va commencer? Je propose qu'on donne honneur aux jeunes. Kylian, raconte-moi ton rapport avec Tim Burton. Quel a été à ton avis le premier film que tu as vu de Tim Burton? Pourquoi est-ce que Tim Burton plaît à autant de jeunes gothiques? J'ai découvert Tim Burton à l'âge de 4 ans, je crois bien, sur Big Fish. C'est vrai que pour moi ça a été une vraie révélation, parce que Tim Burton, son style de réalisation est vraiment très spécial, très beau, très travaillé.
Après, il y a certains films que j'aime moins, par exemple Les Noces Funèbres, c'est moins mon style, je suis plus, on va dire, Édouard Main d'Argent, Big Fish. Je n'ai jamais vu Mars Attack, donc je suis très pressé de le voir. Ah, c'est cool ça. Et c'est vrai que Tim Burton se respecte. Enfin, chaque fois qu'il sort un film, c'est vrai que c'est une tuerie et c'est incroyable à voir. Ah ouais? Moi je suis pas d'accord. Hein. Ouais, allez, vas-y, raconte-nous ton rapport. Alors, moi j'ai découvert Tim Burton parce que j'avais été voir, il me semble, en CP Édouard en main d'argent. Et après, mon père, du coup, comme on est frères, il avait le DVD Big Fish qui était qui est pour moi l'un des plus grands contes modernes. Une espèce de poésie super fantasque qui est vraiment accrochante et qui te retourne. Mais du coup, Tim Burton, c'était vraiment une marque de fabrique où en fait il mettait sa patte un peu gothique et baroque sur tout ce qui touchait. Donc il a commencé ça avec Batman, du coup on en a parlé, Mars Attack, Beetlejuice, ce genre de choses. Et de petit à petit, en fait, il s'est perdu dans son style et les gens ont commencé à lui accorder peut-être un peu trop d'importance, et le fait qu'il ait signé des contrats avec Disney et tout. Du coup, maintenant, je trouve que Tim Burton, c'est un peu une parodie de lui-même, quoi. Il fait plus de bons films. Il applique juste son style maintenant comme une espèce de couche de peinture désuète et grise qui a plus aucun goût, aucune saveur. Par exemple, avec son Alice au Pays des Merveilles qui était vraiment mauvais. Dark Shadows qui est vraiment une purge. C'est horrible. C'est vraiment un mauvais moment de cinéma. Dumbo, je l'ai pas vu. Et les enfants particuliers, je sais plus quoi, là, avec Eva Green, Miss Pilgrim et les enfants particuliers, c'était sympathique, mais c'était pas le Tim Burton de l'époque, quoi. Là où il faisait vraiment soit de la bonne grosse série B, mais qui se prenait super, qui se foutait pas de la gueule de son public, quoi. Ou soit vraiment des blockbusters avec un décor et une ambiance super travaillée. Tu vois, dans ce que tu as dit, déjà la référence picturale, le fait que tu parles de peinture sans saveur, c'est beau parce que Burton, c'est un peintre à la base quand même, enfin c'est un dessinateur, illustrateur, ouais, qui, on le rappelle, voilà, a d'abord été à la Carl Arts, la Californian Art School, qui est l'école de Disney où ils recrutent leurs jeunes dessinateurs. Il a fait un premier court-métrage qui, moi, je trouve est son chef-d'œuvre, qu'on a pu entendre. On a pu entendre l'extrait au début de cette émission. C'était Vincent, court-métrage en stop motion. Et du coup, ce que je voulais te dire, c'est quand tu parles de trucs sans saveur, là devant moi, j'ai une petite critique de comment s'appelle-t-il, ce mec de Laurent Duroche qui avait écrit ça à l'époque de la sortie d'Alice au Pays des Merveilles dans Mad Movies, où justement il parlait non, c'est pas Laurent Duroche, c'est Cédric Delélé, où pour rejoindre ce que tu disais d'Orient, il parlait de belles images, mais une mise en scène désincarnée. Est-ce que c'est ça justement que tu essayes de pointer? C'est cette mise en scène désincarnée qu'on reproche énormément à Burton. Bah ouais, mais oui, c'est exactement ça. C'est une mise en scène désincarnée, mais surtout c'est une envie de... Enfin, ouais, je suis totalement d'accord, je le rejoins, c'est que en fait, je pense qu'il sait que son style est implacable et parfait, et je pense même qu'en fait, Tim Burton, il en a marre qu'on le réduise à ça, et qu'il a essayé de faire des choses différentes avec les enfants particuliers, Miss Pilgrim et les enfants particuliers, et moi, je suis totalement d'accord, Alice au Pays des Merveilles, pour moi, c'est vraiment le truc le plus lisse qu'il ait fait. Merci jeune loup, tu as parlé de Big Fish et c'est là que je me tourne essentiellement vers Migoche. C'est à toi de nous raconter ton rapport à Tim Burton et je sais que tu as un amour incommensurable pour Big Fish. Surveille ton langage ici. J'adore ce film, j'adore Big Fish. Ça me fait un gros conflit de génération avec vous parce que toi tu dis avoir découvert ça à 4 ans, 3-4 ans. Ouais. Alors que moi, Tim Burton, on l'a découvert jeune avec... les 2 premiers Batman, ouais, bien sûr. Beetlejuice, Sleepy Hollow, Sleepy Hollow qui est excellent. Ed Wood, son premier Ed Wood, aussi, qui est génial. Pee-wee Big aussi, peut-être Adventure. Pee-wee Big Adventure, son premier long métrage. Je le trouve moins celui-là. Je le trouve horrible celui-là. Ouais. Voilà, désolé. Ah, excusez-moi, moi je suis extrêmement fan de celui-ci. Une espèce de magicien d'Oz avec un homme qui rencontre un coup de camionneuse fantôme. J'aime bien le délire road movie. Mais justement, c'est là qu'on arrive dans le délire de Tim Burton. On voit qu'on parle beaucoup de gothique. Globalement, beaucoup de fantastique aussi, mais finalement ces thèmes sont quand même extrêmement variés. On voit qu'il est influencé énormément par toute la Hammer des années 30, des années 50 aussi, Dracula, Frankenstein, les films Universal, mais il y a aussi ce délire de science-fiction qui est surtout la science-fiction un peu rétro sci-fi qu'on a eu dans les années 50, hein. Vous voyez l'espèce d'Americana un peu sous guerre froide, et ça, Mars Attack, je pense qu'on rentre pile dans ce côté un peu Americana, une espèce de peinture, vous voyez, comme une boîte de céréales qu'on va un peu gratter. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Le style SF futuriste rétro, quoi. Qu'on s'imaginait aux États-Unis et tout, à l'époque où tu le disais, il y avait la guerre froide et tout, et qu'on était dans la course
vraiment dans la course à la technologie et tout. Et je pense qu'on se faisait une idée de la SF qui était comme ça. Et je trouve que pour Mars Attack, Burton a réussi à faire un truc plutôt propre quand même. Bon, après, on va en parler tout à l'heure. Pour toi, Kylian, pourquoi est-ce que, ton avis, aujourd'hui, Burton essuie autant de critiques? Pourquoi est-ce que ces films sont en deçà? Qu'est-ce qui cloche? Parce que tu es d'accord avec ce qu'on avance. C'est que je pense que Burton, au début, les premiers films qu'il a fait étaient beaucoup plus excellents que ce qu'il a sorti à la fin, clairement. Beaucoup plus réussi au début. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. Comme tous les réalisateurs, très souvent. Comme beaucoup de après, c'est vrai que, aussi, par exemple, Beetlejuice, je trouve, est beaucoup plus travaillé, il a beaucoup plus son style, alors que les anciens films vont être plus dans le commercial. Oh non, je suis totalement pas d'accord, mec. Moi, Alice au Pays des Merveilles, personnellement, je l'ai ressenti. Mais c'est pas un ancien film, ça. Après, faut parler quand même de son rapport avec Disney, parce que comme je l'ai dit, vu qu'il a débuté vers Disney, il y a une espèce de malédiction qu'il a eu avec Disney. Moi, je l'ai ressenti plus il s'est fait virer de Disney parce qu'apparemment ses dessins pour Roxy Rookie étaient dégueulasses. Et ça l'a pas empêché de faire carrière par la suite. Il est allé chez Warner Bros, il a fait Pee-wee Big Adventure, Beetlejuice qui ont été des succès, les Batman qui ont été le succès qu'on connaît. Et c'est là que Disney s'est dit on a peut-être manqué un coche, et ils se sont rattrapés. En beauté, avec L'étrange Noël de Monsieur Jack, autre film que ce cher Migoche porte dans son cœur, même si c'est pas réalisé par Tim Burton. C'est pas lui qui l'a fait. Mais bon, c'est lui qui l'a supervisé. C'est ses dessins, c'est juste d'après ses personnages. C'est juste que Henry Selick, c'est lui qui s'est occupé de l'animation. Il avait déjà fait James et la grosse pêche. Mais même Disney et Burton, moi je trouve qu'il y a eu une belle collaboration qui à mon avis a pas eu un grand succès. C'est quand même ce remake de Frankenweenie d'une heure et demie en noir et blanc. Ouais, il est bien. Pour moi, franchement, il est terrible. Un film d'horreur pour enfants produit par Disney, c'est rare. Excusez-moi. Ouais, pour moi c'est vraiment son seul vrai succès après Big Fish, parce qu'il y a des gens qui considèrent que Big Fish est son dernier bon film. Je suis dans ce cas-là. Je suis totalement d'accord aussi, même si j'aime bien je sais pas comment on prononce, Frankenweenie, c'est ça. Je trouve que, enfin après c'est quand même un Burton plutôt classique, mais quand même, à l'époque où il est sorti, c'était quand même une bonne surprise. Genre ça marchait plutôt bien mais c'est que c'était pas aussi grandiose de ce qu'il avait fait avant, quoi, vraiment. C'est quand on pense à Burton, de toute façon on pense à celui d'avant en fait, clairement les films qu'il a fait avant 2000. Ouais, ça je suis d'accord. Personne n'a vu son Dumbo, le dernier. J'ai vu le Dumbo, il me semble. Et alors? J'ai vu le Dumbo qui m'a pas laissé un grand souvenir apparemment, mais ça m'a pas choqué non plus à partir du moment où ce mec a décidé de faire t'as un peu évoqué ça, c'est pas vendre son âme, mais il est parti chez Disney. Ouais. Forcément, il faut s'attendre de sa part à ce qu'il emprunte des codes qui sont propres à Disney, quoi, tu vois. Il y a un cahier des charges à remplir. Voilà, c'est ça, il y a un cahier des charges, il y a des adaptations à respecter. Disney, en fait, ils veulent leur style en fait. C'est ça. Mais ça se ressent. Disney, c'est payé Burton, c'est pas Burton qui a choisi d'aller travailler chez Disney, tu vois ce que je veux dire. Et c'est qu'il y a plein de choses que je comprends pas chez lui, par exemple son Alice au Pays des Merveilles qui était totalement en décalage avec le livre et le dessin animé, mais au final pareil, il applique les codes de Disney, mais pas visuellement. C'est pas un truc très. Enfin, le Alice au Pays des Merveilles, il est coloré malgré lui, mais il est quand même très sombre et tout. Je me rappelle. En plus, il aurait été capable de faire quelque chose de. Mais c'est juste l'histoire, elle est à chier, quoi. Genre, avec cette espèce de truc de l'élu, où à la fin, on combat un dragon en armure et tout, alors qu'Alice au Pays des Merveilles, c'est censé être un rêve. Qui a aucune cohérence, quoi, enfin un rêve. Même au-delà de ça, d'Alice au Pays des Merveilles, je pense que le côté désincarné de Burton se rejoint dans le fait qu'il s'est retrouvé à la tête de grosses productions où on collait un peu son univers, celui qu'on attendait, celui qui plaisait aux femmes, et on collait plus un nom, une étiquette. Voilà, Tim Burton présente un délire, vous voyez, vous avez l'image. Ouais. Plus engage, on va voir le nom, sauf qu'en fait, c'est pas réellement lui qui porte le film. Excusez-moi, quand je vois La Planète des Singes, j'ai pas l'impression de voir un Burton. La Planète des Singes, ça te parle, ça, Migoche? Ouais, bien sûr. Ouais. Après, il est. Avec du recul, c'était peut-être pas si mauvais que ça, mais c'est vrai quand on était petit. C'était pas. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait vu quand on était tout petit, celui-là. Mais c'est vrai que je pense que c'est un problème de rythme, et pareil, comme tu l'as dit, en mode il voulait juste mettre son nom sur l'affiche et tout. Mais par exemple, pour des gros blockbusters, Batman, ça a très très bien fonctionné. Hein. Pour moi, Burton c'est juste qu'il ne se force pas. Genre, il sait maintenant juste qu'il a un style qui est acquis par la majorité et par le public entier. Et il sait très bien que de toute façon, ça va toujours plaire à des gens, parce qu'il y a des gens qui y vont les yeux fermés en voyant Disney et Burton. Ils se disent ok, c'est sûr que c'est un bon film. Et ils vont tous y aller. Ils ont vu un petit peu de trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, genre un univers un peu plus sombre que d'habitude et tout. Et ils disent ça y est, c'est fantastique. Et il faut vraiment, quand tu plonges dans le cinéma de ouf et que tu te rends compte que Burton, en fait, il fait quasiment plus de bons films, en fait. Je pense qu'on n'est pas à l'abri quand même que ce mec nous revienne en force. Nous ponde un classique. À tout moment. À tout moment, ce mec peut débarquer, sortir un film qui sera à la hauteur d'un Big Fish, qui pour moi, franchement,
je le mets Big Fish dans mes 10 films préférés de l'histoire du cinéma. Moi, il est dans mon top 5. Je suis vraiment d'accord. Je trouve que ce film est parfait du début à la fin. C'est vrai. Il n'y a pas un truc qui marche pas dans ce film. C'est vrai. Je suis totalement d'accord. Par exemple, il y a une de mes scènes préférées, c'est la scène où il met le chant de Tulipe. Je trouve que c'est clairement ma scène la plus belle du cinéma. Elle est incroyable. La fin donne tout le temps les mêmes frissons et plus on voit ce film et plus on l'aime. Je l'ai vu et du coup je l'ai vu en étant enfant. Je le percevais du coup d'une façon totalement différente. Pour l'avoir vu au fur et à mesure où j'ai grandi, c'est vrai que ce film en fait te fait comprendre plein de choses et en fait il t'accompagne dans ta vie tout simplement. Ouais, parce que c'est vrai. Tu vois un conte au début, tu grandis, ensuite tu vois une histoire d'amour, ensuite tu vois une évolution d'une vie, un truc fantastique, la paternité, l'héritage de ce qu'on raconte. Enfin, il y a beaucoup trop de thèmes dans Big Fish. C'est très beau ce que vous dites dans le la sens découverte d'un père après sa mort. Bah même la scène où il disparaît durant la guerre, je sais que quand je l'ai revu, vraiment cette scène elle est de toute façon t'as pas envie de parler. Burton est moi je le rejoins beaucoup d'un cinéaste un peu comme Steven Spielberg dans ce côté cinéma de la banlieue américaine, vous savez, de la famille qui vit dans ces petites suburbs, voilà, exactement ce genre de petites maisons et donc du coup c'est les familles modestes tout simplement et qui ont été beaucoup abreuvées à la télévision. Donc du coup les séries Stuart Gordon, toutes ces séries de sci-fi et Burton, ce que j'aime bien c'est que vous avez parlé d'enfance, quelque chose qui vous accompagne et on voit que même si on a 2 générations autour de cette table, Burton nous a quand même accompagnés. Clairement, il accompagnera aussi les enfants. Merci Burton. On va s'écouter tout de suite mes amis une question lambda. Je rappelle le principe d'une question lambda, j'ai interrogé des personnes de 7 à 77 ans qui ne sont pas spécialement concernées par le cinéma et la question du jour c'était pourquoi les extraterrestres nous fascinent autant. À tout de suite. Il est profondément émouvant de savoir qu'il y a des êtres intelligents dans l'univers. Flying saucers have invaded our planet. Là, on ne joue plus. The whole world is under attack. Il est grand temps qu'on écrase ces martiens. So let's take a rocket ship away up there and rock on Mars where there aren't any squares. Pourquoi les extraterrestres nous fascinent autant? Pourquoi les extraterrestres fascinent autant l'homme? Parce qu'on voudrait en faire autant. Moi, toujours, j'aimerais bien. Parce que c'est le truc le plus loin qu'on puisse imaginer. Parce qu'ils viennent d'une autre planète et que c'est l'inconnu. Moi, je pense que c'est l'inconnu. L'inconnu, ça attire tout le monde. Parce que tout le monde y croit. Alors que c'est un peu comme Dieu, quoi. C'est depuis la nuit des temps. Personne n'a rien vu. Donc voilà. Donc ça fascine tout le temps. Les extraterrestres, c'est ceux qui les anges, tout ça, non? Parce que l'homme, sa grande quête, une de ses grandes quêtes, c'est quand même de savoir d'où il vient, pourquoi il est là, et tout ça. Et puis si on est seul au monde, quoi. Le truc le plus loin qu'on puisse imaginer, ça serait soit une forme de vie extérieure, soit des planètes ou des constellations ou quoi. Mais le truc avec lequel on pourrait avoir une interaction qui est le plus loin, ça serait une forme de vie extérieure. Le truc avec lequel on pourrait avoir une interaction qui serait intéressante, ça serait une forme de vie intelligente extérieure. Je pense, je suis foncé les gars, je dis peut-être des trucs un peu, voilà. Parce qu'on y croit et que on est certain qu'il y en a, mais on n'en a jamais eu de preuves réelles et que du coup, ouais, on est fixé là-dessus, quoi. Pareil pour la zone 51, c'est ça? Je pense, en vrai, le mythe de la zone 51, tu vois, et tout, je pense ça a marqué le bail, tu vois. Le crash de Roosevelt, tu vois le bail. C'est quelque chose qui est pas connu, dont tout le monde a toujours parlé. On sait pas à quoi ça ressemble. Quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est obligé, ça attire quelque chose. Enfin, tout le monde est attiré par ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Les extraterrestres, c'est exactement pareil. On ne sait rien d'eux, on ne connaît pas qui ils sont, ce qu'ils deviennent, comment ils ont été créés. Du coup, tout le monde est attiré par eux. Ils sont dans l'espace et des fois, quand on a peur, si on voit un vaisseau extraterrestre, on a peur qu'ils nous attaquent. Déjà, le plus éloigné comme ennemi ou comme allié qu'on pourrait imaginer, d'une part, et d'autre part, il y a toujours eu cette idée, depuis 200 ans, 100, 200 ans, qui est très populaire, c'est soit il y a eu Dieu, quand on croit à une origine supérieure, c'est soit il y a eu Dieu, soit il y a eu un peuple non terrien qui est venu construire des bails, tu vois. Je pense que c'est des grosses conneries. On balance. Je pense que si on se pose un petit peu des questions, même sur l'humanité, puis nous, d'où on vient, tout ça c'est lié, quoi. Extraterrestre, c'est la même chose, quoi. Est-ce qu'on est seul dans l'univers, c'est quand même un truc fondamental. Ouais, c'est fondamental, quoi. C'est fascinant. Hein. Moi, je pense qu'on n'est pas seul sur Terre.
glitter all over his face. I could tell at a glance it was the creature from outer space. Look out! Don't shout. I could tell at a glance it was the creature from outer space. When my tire blew out, then I wish that I were dead. De retour dans Contrebande, on s'est écouté juste après cette petite question lambda Sunny Days Creature from Outer Space, enfin Creature from Outer Space du groupe Sunny Days. Et là, brièvement, avant qu'on s'attaque sur Mars Attack, petit tour de table, je vais justement vous poser cette même question. Migoche, tu vas commencer. À ton avis, pourquoi est-ce que les extraterrestres nous fascinent autant ? Parce que c'est fascinant, je trouve ça fascinant. Merci Migoche. Parce que quelque chose qu'on connaît pas, soit ça nous fait peur, soit ça nous donne envie, ça nous fascine, ça nous attire. Tu as été à la zone 51. Toutes les théories, je suis pas allé dans la zone 51, mais je me suis très fortement approché. Migoche sort de la zone 51, vous savez pas. Exactement, j'ai échappé. Je suis échappé de la zone 51 à l'époque, avec Steven Seagal pour m'aider. Pourquoi ça fascine ? Parce que trop de choses, trop de faits. Tu vois, il y a une expression que j'aime bien qui dit quand tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et depuis la nuit des temps, c'est ça en fait qui se passe avec les extraterrestres. Ouais. C'est que on se dit oui, mais c'est vrai, il y a ces histoires, tout le monde parle de ça. Oui, mais la théorie du complot, de trucs, machin, ça fascine. C'est comme ça. Vrai, ouais. Et puis, ce qui fascine aussi, c'est savoir l'univers dans lequel on vit, de se dire on est tout petit là-dedans, c'est impossible qu'il n'y ait pas une autre forme de vie ailleurs. Et tu vois, ce serait trop facile qu'on soit les seuls dans cet univers. C'est pas possible. Kylian, tu le rejoins ? Moi, clairement, c'est surtout aussi de savoir à quoi ils ressemblent. Je pense que c'est hyper intriguant quand même. T'as envie de savoir à quoi ressemblent les extraterrestres ? En fait, t'as ça et aussi t'as cette partie de l'interdit parce que tout ce qu'il y a autour de la zone 51, tu dis il y a de l'interdit, donc l'interdit, t'as encore plus envie de savoir. C'est comme tout interdit, du coup, t'as même envie d'essayer, de savoir ce que c'est. Et puis, du coup, t'as toute cette intrigue qui est quand même énorme. Puis le nombre de films, depuis tout petit, on nous le rabâche. Enfin, on a toujours été intrigué par ça, clairement. C'est vrai que si un jour ça arrive, je pense que ça changerait clairement la vie de tout le monde, ça changerait le monde entier en fait. Le délire de la zone 51, de Roswell, tous ces trucs-là, ça a forcément alimenté. C'est vrai que c'est vachement les théories qu'il y a eu, les théories de fou qu'il y a eu. Toutes les émissions qu'il y a dessus. Faut le dire quand même, Burton, parce qu'on vu qu'on parle de Mars Attack, il a vu enfant tout ce délire à la course Spoutnik à la télé, l'URSS et les États-Unis qui voulaient chacun aller dans l'espace, le premier pas sur la Lune. Il était gamin quand il voyait ça, donc ça fait vraiment partie de son ADN quoi. Puis même c'est entré dans notre vie clairement, il y en a partout des aliens. Et moi c'est partout. Non mais c'est vrai en soi. Toi tu vois des aliens toi. Et moi au risque de vous décevoir, les extraterrestres ça m'intéressait pas énormément, mais c'est plus la culture pop. En fait je vous rejoins sur les théories du complot et tout. Moi je m'en fous un peu des extraterrestres, mais c'est vraiment tout ce qu'on en a fait en fait, comment on se les imagine, la culture pop, les jeux vidéo, les films et tout, je trouve ça T'es en train passionnant. De me dire qu'en fait regarder ailleurs c'est plus pour regarder nous-mêmes. Bah ouais, je pense que de toute façon quand on découvre un nouveau truc on le rapproche forcément à l'humanité, on se l'approprie, donc bien sûr. Là on a eu un truc inconnu et du coup de toute manière dans tout ce qui a été écrit, réalisé, fait sur les extraterrestres, c'est avant tout la vision sur l'être humain, comment il réagit à ça. Oui. Déjà c'est pour ça qu'on les met humanoïdes, mais un peu déformés de nous, mais ils restent toujours humanoïdes. Et ça révèle en nous notre côté facho. Ça peut être une critique de nous-mêmes en soi. Tu vois, égoïste et tout, de guerre, d'égoïsme et tout ça, et ça révèle aussi un côté accueillant. C'est vrai. En plus on n'a jamais fait par exemple les extraterrestres, on va dire beau en soi. C'est toujours un côté dégueulasse, donc ça veut dire que clairement. Sinon, il y a Avatar. Hein. Ouais. Ils sont quand même sublimés dans Avatar. Après, on peut trouver ça bizarre, c'est vrai. Oui, ça nous dérange parce que. Ça fait longtemps que t'as pas eu de copine, toi. Il y a, je sais pas si ça va vous parler, mais il y a La Belle Verte. Bien sûr. Oui, ok. Je l'ai pas vu. Exceptionnel. Que Colin Serrault avec des dialogues exceptionnels. Et justement, bon là, c'est les extraterrestres nous ressemblent. Enfin, ce sont. Là, ils sont même plus beaux que nous. Ils sont plus beaux que nous. Oui, mais attends, mais on l'a vu. Plus intelligents et plus évolués.
Et il y en a une qui arrive sur la Terre et du coup elle se rend compte que tout le monde est complètement con. Exactement. Ouais, ok, d'accord, oui, on l'a déjà vu. Ouais. Bon, puisqu'on parle de gens complètement cons, puisqu'on parle de Terre et puisqu'on parle d'espace, eh bien écoutez, on va commencer avec notre torpeur. On va se mater Mars Attack de Tim Burton. Je vous rappelle. Ouais, largement, très très largement. C'est que moi, ce que je kiffe de ouf avec Mars Attack, c'est que Tim Burton était dans sa période très sombre, très. Même quand il faisait des trucs colorés, par exemple Big Fish, c'était coloré d'une certaine manière, mais c'était quand même très sombre aussi dans l'ensemble. Big Fish qui arrivait vachement plus longtemps. Oui, c'est arrivé vachement plus longtemps, mais dans tous ces films, c'était plutôt sombre et tout. Et là, Mars Attack. Il y a un côté, coloré, un peu même vachement osé en fait. Même très saturé en couleur. Très pop, très. Puis l'univers est incroyable. En fait, on ressent qu'il le contrôle vraiment en fait. Ah on sent qu'il contrôle son film, qu'il sait ce qu'il fait tout simplement. Et puis le fait qu'en fait, il s'est inspiré des films d'exploitation. On a parlé de Ed Wood, qui est l'un de ses films les plus personnels. Et du coup, Ed Wood, qui était. Je sais pas si tu sais qui c'est, Kylian. Non, en fait, Ed Wood, c'était un réalisateur dans les années 30, il me semble, ou quelque chose comme ça, qui faisait des bons gros nanars. Il faisait vraiment des films pourris. Mais lui il pensait que c'était super, il était là, bon les gens ils s'en foutent, s'il y a des faux raccords et tout. D'ailleurs, c'est le dernier à avoir fait tourner Bela Lugosi en plus, dans son Dracula. Non, dans son. Ed Wood. C'est pas un Dracula. Bela Lugosi qui joue un acteur, un des acteurs récurrents d'Ed Wood. Ouais, c'est ça. Non, qui joue son propre rôle, non? Il joue pas le rôle. Alors franchement, je vais te dire ça, il lui adjoint Martin Landau. Non, c'est Martin Landau qui joue le mythique Bela Lugosi. En fait, c'est Martin Landau. C'est ça, qui joue Bela Lugosi dans la fin de sa carrière, quoi. Mais justement, je vais en profiter vu que c'est Mars Attack pour vous lire la fin de l'article que j'ai commencé à vous lire tout à l'heure, écrit par Gilles Pinceau pour l'écran fantastique. Donc voilà, bon, il rejoint tout ce que je vous avais dit. Vous savez que c'était des effets numériques sophistiqués. Il a quand même réussi Burton à vouloir conserver ce parfum de nostalgie. Ça se voit, les aliens, c'est rétro, c'est pas du Spielberg quoi. Le film de réalisation dont je vous parlais, le titre exact c'est Les soucoupes volantes attaquent. Donc c'est vraiment là que vient ce visuel des soucoupes volantes, soucoupes volantes grises. Et ce qui est énorme, c'est que voilà, il parle des Martiens. Il dit les Martiens sont eux-mêmes extraordinairement expressifs. D'autant que c'est la première fois qu'un long métrage met en scène autant de personnages humanoïdes en 3D. Ce qui fait de Mars Attack visuellement une réussite. Et je trouve qu'il a plutôt. Moi vraiment, ce qui me choque vraiment, ce que je pense que j'ai adoré, c'est qu'il est super bien fait. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais c'est ressent pas ce décalage vraiment des années en fait qu'il a passé, parce que ça doit faire quoi? Parce qu'en fait, je pense que c'est le côté justement nostalgie. C'est le côté rétro qui est intemporel en fait, qui le sort du temps quoi. En fait. C'est un peu comme par exemple Terminator 1. Je sais que c'est vraiment l'époque qui fait aussi le charme du film. Ouais, exactement. En étant un film beaucoup plus noir et. Et pourtant, là, Mars Attack finalement. Ça a quand même un gros côté comédie. Ah, c'est clairement côté parodique, super ironique. Même les Martiens maîtrisent l'humour à fond, ils en profitent. Ils savent qu'ils sont là pour foutre le bordel et ils vont essayer de le foutre de la manière la plus rigolote possible. C'est vrai qu'il a dû s'éclater en vrai en le faisant et en l'écrivant. Ouais, c'est vrai, et c'est incroyable qu'on laisse autant de budget pour chers amis, par contre, on va quand même essayer de pointer un peu les bémols du film, parce qu'à mon avis, il y en a peut-être quelques-uns, mais bon, si ça va être dur, mais c'est histoire de rajouter un peu de noir dans notre blanc. Parce que la fin de l'article, Gilles Pinceau, il dit, mais à bien y regarder, le film n'est finalement qu'un jeu de massacre. Bon, parce que c'est censé être un défaut. Un défouloir à grande échelle au sein duquel le spectateur a bien du mal à accorder le moins d'intérêt au protagoniste. Il y a un côté un peu pas d'accord, je suis clairement pas d'accord moi. Mais après il dit ce côté satisfaisant, mais t'es quand même assez accroché quand même à des personnages. Oui, mais c'est que je pense qu'il veut dire que c'est pas des personnages, je sais pas, tu vois Tom Cruise dans La Guerre des Mondes où tu as des espèces de des caricatures, tu vois. Mais oui, mais c'est ça qui marche en fait, c'est des caricatures très bien faites. Par exemple, le moment où il dit on fait quoi, et t'as la meuf qui dit on va leur péter la gueule, ça nous a tous fait décrocher un sourire. En fait, t'as envie de les voir. Là, ce que veut dire Gilles Pinceau par là, c'est qu'il le compare aussi aux autres films de Burton. En fait, il dit que cette réponse cynique au premier degré d'Independence Day, parce qu'il y a eu cette mode avec Independence Day qui se prenait grave au sérieux. C'est un film anti-héros quoi. Le héros c'est un jeune gamin avec sa mamie, c'est eux les héros. Oui, voilà. Pour finir avec l'article de Gilles Pinceau, il dit juste qu'il préfère, il ne peut s'empêcher de préférer les films dans lesquels Burton aime ses personnages envers et contre tout. C'est vrai qu'Evan McGregor, il estime en fait que il va préférer. On sent que le traitement des personnages dans Mars Attack, à part le côté jeu de massacre, c'est pas Édouard aux mains d'argent quoi. C'est pas le personnage principal de Mars Attack et les Martiens. Ils sont les Martiens justement. Vraiment le chef et les Martiens. C'est à eux qu'il a accordé le plus d'importance dans le film. Tous les autres sont des personnages caricaturés qui montrent tous les aspects de la société américaine et dans leur plus gros travers. Et finalement, le personnage qui s'en sort le mieux dans le film, c'est le Martien, quoi. Ouais. C'est lui le plus cool, quoi. On kiffe quand même voir.
excuse-moi. Ouais, vas-y. On kiffe quand même vraiment voir en fait les Martiens juste débarquer et tout détruire. Ouais, tout détruire. C'est bien sûr satisfaisant. Axel disait que Burton se prenait pour un extraterrestre, mais en fait, je pense que du coup, les extraterrestres le représentent dans le film et que c'est lui qui va s'amuser à détruire les États-Unis. Exactement. En fait. Bien sûr, un petit peu c'est pour ça qu'il venger, remodèle les monuments et tout. Et puis, non, c'est très bien fait, c'est très satirique, c'est jouissif à regarder. D'ailleurs, Burton filme très très bien l'action. On ressent qu'il a vraiment aimé. Je trouve qu'on met pas assez son côté blockbuster et film d'action en avant, parce que ces Batman et tout sont. C'est vrai que ça reste quand même sacrément lisible. Hein. Ah, clairement. Le jeu de massacre est jouissif. Et toutes les blagues fonctionnent. C'est ça le pire. En plus, c'est genre toutes les blagues sont vraiment à mourir de rire. On se perd pas parce que c'est vraiment fait en 3D et puis du coup bah. Ouais. Et une 3D cohérente parce que en plus d'utiliser la 3D, les cadavres d'aliens ne sont pas en numérique, c'est des vrais cadavres. Du coup, t'y crois quand ils opèrent l'alien et tout. T'as un côté, tu peux les toucher quoi. C'est quelque chose organique. Ouais. Et le fait qu'ils aient leurs gros yeux globuleux et leur casque, ça fait des reflets et tout, et ça aide beaucoup plus. Ça aide beaucoup plus à se dire qu'ils sont là quoi. J'avais vu une interview dans une chaîne qui s'appelle Corridor, que je vous conseille absolument de regarder si vous êtes fan d'effets spéciaux, où il parlait de, rien à voir, mais de Transformers, qui a été une révolution des effets spéciaux. Et en fait, la boîte d'effets spéciaux disait que quand tu fais quelque chose de numérique, en image de synthèse, avec énormément de reflets métalliques et tout, les gens ont tendance à plus le croire, parce que comme c'est métallique et tout, c'est moins lisse, c'est plus cohérent avec l'environnement, en fait, ça reflète et tout. Donc je pense que c'est pour ça que ça marche aussi bien avec Mars Attack. Mais pour moi, c'est une très très grande réussite. Gros cerveau, du coup, c'est vrai qu'on sait déjà à quoi ressemble humain. Il l'a retouché. J'aime bien le truc, les petits hommes verts, genre ils sont vraiment petits, ils ont une combinaison verte. Il s'est dit, vas-y, on va aller dans le premier sens du terme. Et puis aussi, les gens sont assez barrés quand ils parlent, donc c'est vrai que ça rejoint aussi l'univers du. Eh bah écoutez, on est unanimement d'accord. Mars Attack, c'est un grand oui. Allez le voir, allez voir ce classique. Si jamais vous ne l'avez pas vu, les nouvelles générations, allez foncez le voir. Je pense que vous allez taper une bonne barre. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire pour la fin? Moi, mot de la fin, ce sera jouer aux jeux vidéo, qui est un mot de la fin. Mon cher Migoche, petit mot de la fin rapide. J'attends de voir la série de Tim Burton. Sur la famille Adams qui va sortir avec Johnny Depp dans le rôle du père Adams. J'attends de voir ça. Peut-être un retour en force on espère. de Tim Burton, on verra. Dorian, mot de la fin? Moi, mot de la fin, regardez Big Fish, c'est absolument un grand chef-d'œuvre. Et je vais me taper Big Fish aussi. Ouais, clairement, moi aussi, je pense que je vais me le refaire. Regardez dans les prochains jours. Kylian, mot de la fin, pression sur toi. Regardez des films. Voilà. Et écoutez, merci. C'était Contrebande, c'était un Torpeur Project. On était bien sûr sur Booster FM. Merci à toute mon équipe pour ce petit moment. Et puis, on se dit à très bientôt dans Contrebande. Ciao. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora. I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Whoop. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Whoop. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body, child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me, jump in the line, rock your